Les solutions aqueuses. Dans cette leçon, nous verrons de quoi sont constituées les solutions et comment on peut les fabriquer. Tout d'abord, quelques prérequis. Un mélange est hétérogène si on peut distinguer différents constituants à l'œil nu, sinon il sera dit homogène. Deux liquides non miscibles forment un mélange hétérogène. La décantation et la filtration sont deux techniques qui permettent de séparer les constituants d'un mélange hétérogène. La distillation, la chromatographie sont deux techniques qui permettent de séparer les constituants d'un mélange homogène. Nous ferons une activité documentaire, il y aura 2 travaux pratiques, ensuite des exercices d'application. Les solutions aqueuses. À l'issue de cette leçon, il faudra savoir identifier un soluté et un solvant. Il faudra savoir distinguer une masse volumique d'une concentration en masse. Et il faudra savoir réaliser une solution, soit par dissolution ou soit par dilution. Quelles sont les problématiques que nous allons traiter? Un liquide est-il toujours forcément une solution? Existe-t-il plusieurs types de solutions? Premier paragraphe, qu'est-ce qu'une solution? Par définition, une solution liquide est un mélange liquide homogène. Il faut dissoudre une espèce minoritaire que l'on appellera insoluté dans une espèce majoritaire que l'on nommera un solvant. Plusieurs remarques. Un soluté est un solide, le solvant est un liquide. On pourra attribuer des adjectifs en fonction de la nature du solvant. En effet, si le solvant est de l'eau, on dira que la solution est aqueuse. En revanche, si le solvant est de l'alcool, on dira que la solution est alcoolique. Donc l'adjectif se réfère au solvant. Deuxième paragraphe. Attention. 2 notions qui peuvent être confondues. La masse volumique et la concentration en masse. Rappel. Qu'est-ce que la masse volumique? La masse volumique, c'est le rapport de la masse d'un corps par le volume du corps. Attention aux unités. Dans le système international, une masse est exprimée en kilogrammes et un volume en mètres cubes. Mais on peut trouver d'autres unités, telles que le gramme par millilitre, de manière plus usuelle, par exemple sur les étiquettes d'une bouteille d'eau minérale. Donc on peut retenir la relation suivante. La masse volumique, qui peut être écrite par la lettre grecque ρ, est égale à la masse du corps divisée par le volume du corps. Remarque, pratiquement, pour trouver la masse, on pèse un objet à l'aide d'une balance, mais pour déterminer son volume, s'il a une forme bizarre, alors on le déterminera par déplacement de liquide dans un récipient qui sera gradué et rempli d'eau par exemple. Exemple, à ne pas retenir, de quelques masses volumiques. L'eau, à température ambiante, a une masse volumique de 1000 grammes par litre. L'huile, 900 grammes par litre. Et le mercure, 13 600 grammes par litre. La masse volumique d'un corps dépend de la température, car son volume peut varier en fonction de la température. Généralement, les corps se dilatent sous l'effet de la température. Expérimentalement, il existe un appareil que l'on appelle un pycnomètre qui permet de lire et déterminer la masse volumique. Deuxième remarque, pour que 2 liquides soient miscibles, leur masse volumique, généralement, ne doit pas être trop différente l'une de l'autre. Deuxième notion importante, la concentration en masse, aussi appelée titre massique. C'est le quotient de la masse de soluté que l'on va dissoudre dans un certain volume de solution. Donc, par calcul, on effectuera le rapport masse du soluté divisé par le volume final de solution.
Attention, les unités, la masse est exprimée en kilogrammes, le volume en mètres cubes. Ce qui est tout à fait équivalent si on divise par 1000 le numérateur et le dénominateur à des grammes par litre. Comment préparer une solution? Il existe deux techniques, soit la dissolution ou soit la dilution. Première technique. Par dissolution, il faudra toujours peser une masse de soluté à l'aide d'une balance, d'une coupelle et d'une petite spatule. Attention, la balance devra être tarée, c'est-à-dire avoir retiré la masse de la petite coupelle. Dans un deuxième temps, il faudra introduire l'échantillon de soluté dans une fiole jaugée, mais celle-ci devra au préalable contenir un fond de solvant pour que le soluté ne colle pas au fond de la fiole. Ensuite, il faudra compléter jusqu'au trait de jauge de la fiole avec du solvant et tout en remuant si possible. Une fois que le solvant aura atteint le trait de jauge, il suffira de boucher, retourner la fiole et l'agiter. Et la solution sera réalisée. Deuxième méthode, par dilution. Il faudra prélever un petit volume d'une solution concentrée, que l'on appelle généralement solution mère, depuis un bécher. Et pour cela, il faudra utiliser un outil précis qui est la pipette jaugée. Dans un deuxième temps, il suffira d'introduire cet échantillon dans une fiole jaugée qui, elle aussi, au préalable, contiendra un fond de solvant. Ensuite, il suffira de compléter jusqu'au trait de jauge avec du solvant et aussi tout en remuant. Enfin, il faudra boucher la fiole, la retourner et l'agiter. Ces deux techniques feront l'objet de travaux pratiques. Remarque, lors d'une dilution, on part d'une solution que l'on dit mère, qui est très concentrée et dont on souhaite obtenir une solution moins concentrée que l'on appellera une solution fille. Dans le langage courant, le rapport de la plus forte concentration par la plus faible concentration est appelé facteur de dilution. Il peut être noté par la lettre F. Propriété importante. Il faut bien comprendre que au cours d'une dilution, la masse de soluté ne change pas. Donc, on peut écrire à partir des relations de la concentration en masse, ou titre massique, les relations suivantes. La masse de soluté est égale au titre massique multiplié par le volume. Pour la solution mère, mais aussi bien pour la solution fille. On a donc un système d'une petite équation. Si l'on met du même côté les grandeurs concernant le titre massique et de l'autre côté de l'égalité les grandeurs concernant le volume, on obtient ces deux relations. Ces deux relations sont identiques et permettent de calculer ce que l'on appelle le facteur de dilution. Application. Dosage grâce à une gamme d'étalonnage. Une échelle de teinte permet d'estimer seulement la concentration d'une solution par comparaison de sa teinte avec celle de solutions étalons constituant une palette de teintes et dont on connaît les concentrations. L'inconvénient de cette méthode, c'est que l'on ne pourra pas donner une valeur exacte de la concentration, mais seulement un encadrement à partir de deux valeurs de concentration connues. Dans l'exemple ci-dessous, on a réalisé une échelle de teinte de solution dont on connaît les concentrations. Si on possède un échantillon de solution de concentration inconnue, à l'œil,
on peut le positionner entre deux couleurs. On pourra donc dire que la concentration de cette solution inconnue est comprise ici entre C0 sur 10 et C0 sur 5. Mais on ne pourra pas assurer que sa valeur exacte est C0 sur